la partie conversée. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre conférencière du jour qui est Julie Boyer, qui est coordonnatrice provinciale de la formation à l'Association féminine d'éducation et d'action sociale à la FEAS. Donc, Julie a un background en éducation et elle croit fortement à l'éducation des adultes pour l'autonomie en termes d'action sociale et d'équité sociale. Donc, Julie, je vais te laisser la parole. Merci. Donc, bienvenue à toutes et à toutes. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme disait Ludovic, on va parler de travail invisible et de la relation entre le travail invisible et la proche aidance. Donc, dans le cadre du comité pour le travail invisible, dont je vais parler un peu plus tard dans la présentation, le RANQ et la FEAS ont été amenés à collaborer pour se questionner sur les enjeux liés à la proche aidance à travers le travail invisible, qui est un dossier un peu plus large. Donc, c'est dans cette volée-là que je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous parler des enjeux liés à la proche aidance parmi le travail invisible. Donc, aujourd'hui, en fait, les objectifs de l'atelier, le webinaire s'adresse principalement aux organismes qui travaillent auprès des proches aidants et aidantes. Donc, vous êtes les experts à ce niveau-là. Notre objectif, c'est de venir définir aujourd'hui le travail invisible, s'assurer qu'on part toutes sur la même longueur d'onde, à savoir qu'est-ce que c'est que le travail invisible, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça n'inclut pas. On va aussi essayer de réfléchir aux enjeux du travail invisible en ayant un focus sur la proche aidance, sachant que c'est vous les experts sur ce dossier-là. Mais aussi, on va parler d'égalité des sexes parmi le travail invisible et la proche aidance, parce que l'AFEA, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Donc, avec nos lunettes, nous, on a tendance à analyser les enjeux sociaux avec cette dynamique-là d'égalité entre les sexes. Donc, je vais y revenir souvent, vous allez voir. Puis finalement, un troisième objectif aujourd'hui de l'atelier, ça va être de voir comment on peut se mobiliser pour faire avancer les choses par rapport aux enjeux socio-économiques liés à la proche aidance puis au travail invisible. Donc, on va essayer d'établir ensemble des pistes d'action puis voir comment vous pourriez devenir alliés à cette cause-là. Donc, pour commencer, pour être sûr que vous êtes bien vivant et être sûr que vous restiez vivant, je voulais vous faire un peu participer pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport au travail invisible, pour voir qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous croyez que ça signifie, le travail invisible. Donc, dans le chat, je vous mets un petit lien que vous pourrez suivre. Pour ceux qui ont des téléphones intelligents, je peux aussi vous mettre l'image à suivre. Donc, en cliquant sur ce petit lien WooClap, c'est un outil qui va nous permettre de faire un petit quiz à savoir qu'est-ce que c'est que le travail invisible. Qu'est-ce que vous croyez que le travail invisible inclut? Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Ça va vous amener sur un site Internet WooClap. Puis vous allez pouvoir voir la question et des choix de réponse. Donc, j'attends de voir si des gens me rejoignent sur le WooClap. Impossible de cliquer. Je vais réessayer. Ah, je vois qu'une première personne a répondu, donc ça semble fonctionner. Est-ce que normalement par l'image que je vous envoie, wooclap.com/travail invisible, et puis vous arrivez sur le site. Au pire, vous pouvez faire copier-coller, vous pouvez sélectionner. Je croyais que je pourrais faire un lien direct, mais... Est-ce que vous réussissez à vous connecter?
Ah, ça dit un peu de patience. Ah, d'accord, peut-être que je dois le lancer, désolée. OK, pardon, je vais aller le lancer. Je crois que... Ah, voilà, là, ça devrait fonctionner. Normalement, j'ai relancé le... Désolée, avec la technologie, on s'adapte, on essaie de rendre les ateliers un peu interactifs, mais je fais des tests aujourd'hui avec vous. Parfait, donc je vois que les questions commencent à rentrer, là. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail invisible, en fait? Est-ce que vous croyez que le travail invisible, c'est le travail non déclaré, donc ce qu'on appelle le travail au noir, le travail qu'on fait sans le déclarer aux impôts? Est-ce que le travail invisible, c'est les tâches liées à la proche aidance? Est-ce que le travail invisible, c'est le bénévolat, les heures supplémentaires au travail qu'on fait, de l'overtime, quand je fais du travail en surplus sans le dire à mon employeur pour qu'il me trouve bonne? Est-ce que le travail invisible, c'est les tâches domestiques et familiales qu'on fait à la maison pour le soin des enfants? Est-ce que le travail invisible, c'est le travail non déclaré des immigrants illégaux, donc ceux qui n'ont pas les papiers pour travailler au Québec, mais qui travaillent quand même? Est-ce que c'est ça le travail invisible? Est-ce que ce serait les stages non rémunérés que les étudiants font pour atteindre leur diplôme? Est-ce que ce serait le soutien non rémunéré à l'entreprise familiale? Ça ne fonctionne pas pour vous. Oui, ça fonctionne, pas de souci. Bon, ça ne semble pas avoir fonctionné pour tout le monde, mais ce n'est pas très grave. Je vois qu'il y en a qui continuent à répondre. Mais ce n'est pas très grave. Pour ceux que ça ne fonctionne pas, on va quand même... Ah, merci Ludovic qui a réussi à Oui, j'ai mis cliquer. le lien cliquable. Il fallait juste rajouter Ah, HTTP. ah, mon Dieu, désolé. Merci. Mes connaissances en technologie, hein. Donc là, peut-être que je vais voir un peu plus de réponses arriver. J'ai un petit indice pour vous. Il y a plusieurs réponses possibles, hein. Vous pouvez mettre plusieurs bonnes réponses. OK, bien, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas. C'est pas primordial d'aller répondre, c'est plus une activité. Mais ça ne devrait pas être un lien dangereux étant donné que c'est moi qui l'ai créé. Mais si vous êtes inquiet, n'hésitez pas. C'est pas très grave. Je vois que quelqu'un me dit que ça a dit un message d'alerte. Donc, en fait, ça me fait voir qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui travaillent en lien avec la proche aidance et puis qui se disent le travail invisible, c'est la proche aidance. Peut-être la petite nuance, c'est qu'il y avait plusieurs bonnes réponses dans mon choix de réponse. Il y avait en fait 5 bonnes réponses. Donc, je vais fermer les réponses possibles. Donc, maintenant, vous ne pouvez plus voter. Puis, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le travail invisible. Donc, voici les bonnes réponses pour le travail invisible. En fait, le travail invisible compte plusieurs aspects. Donc, oui, la proche aidance en fait partie, mais le travail invisible compte aussi beaucoup d'autres aspects. Donc, celui qu'on connaît le plus, dont on entend le plus parler quand on parle de travail invisible, en tout cas à la FEA, c'est les tâches domestiques puis le travail familial, tout ce qui se fait par rapport aux soins des enfants. Mais ça compte aussi le bénévolat, donc le travail des bénévoles, les stages non rémunérés des étudiants, puis le soutien non rémunéré à l'entreprise familiale. Donc, je vous amène vers un petit document, une petite présentation PowerPoint qu'on a fait à la FEAS sur le travail invisible. Puis donc, finalement, voilà. Donc, en fait, le travail invisible, c'est tout travail qui est effectué sans rémunération. C'est un travail qui est inestimable pour une société d'entraide, mais qui est très peu reconnu. Puis on dit qu'il est invisible parce qu'en fait, il est invisible au vu de notre système économique. Donc, c'est un travail qui se fait sans salaire, donc qui est invisible au niveau économique. Donc, on a vu les 5 catégories qui incluent le travail invisible.
On pense beaucoup aux tâches domestiques des parents à la maison qui ont un lien avec l'entretien de la maison, l'entretien à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, toutes les tâches qui ont un lien avec le soin des enfants font partie de ça. La proche aidance que vous connaissez très bien. Le soutien non rémunéré à l'entreprise familiale, on parle autant de conjoints-conjointes qui travaillent pour l'entreprise du conjoint ou de la conjointe, justement, sans rémunération. Donc, elles vont amener un support à l'entreprise pour aider comme ça, de façon bénévole, mais ça se passe à l'intérieur de la famille. Ça peut être le conjoint, la conjointe, ça peut être aussi l'entreprise familiale, des parents, par exemple, ou d'un proche. On parle du bénévolat dans les organismes communautaires, tout le soutien qui est amené au niveau social à ce niveau-là. Puis les stages non rémunérés. Au niveau des stages non rémunérés, on pense beaucoup aux stages en éducation, en sciences infirmières. Il y a beaucoup de stages non rémunérés qui ont lieu dans les domaines qui ont un lien avec les soins ou avec l'enseignement, la santé. On remarque qu'il y a un enjeu à ce niveau-là à la FEAS, dans le sens que beaucoup de métiers traditionnellement masculins ont des stages rémunérés, alors que beaucoup de milieux qui sont fortement ou qui comptent une forte présence de femmes comptent sur des stages non rémunérés. Puis on va prôner un peu la vocation, dire mais c'est un don de soi. Pour être enseignant, il faut avoir le don de soi, donc le stage non rémunéré. Donc, c'est sûr que c'est des enjeux qui sont liés au travail invisible qu'on va voir un peu plus en détail. Maintenant, j'ai une question pour vous. J'aimerais ça que vous me répondiez par le chat. Donc, allez choisir la petite bulle qui dit chat, pas celle qui dit Q&A, ça c'est pour les questions-réponses, mais vraiment celle qui dit chat. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça apporte la proche aidance? Donc, allez-y un peu en rafale de mots, s'il y en a qui veulent écrire. Qu'est-ce que ça apporte au proche aidant, ses actions, son rôle, ou qu'est-ce que ça implique? Donc, on peut aller dans le positif, dans le négatif. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça implique, la proche aidance? Du stress, beaucoup de fierté. Donc, allez-y en rafale de réponses. Vous pouvez mettre plusieurs mots, la valorisation, un bien-être, un lien particulier, une connaissance de soi, consolidation de la relation, un rapprochement avec la personne aidée, du stress, je le vois revenir, les soins, la gestion quotidienne, jongler avec des obligations, un sentiment d'obligation, de culpabilité, gratification, sécurisation, de reconnaître la qualité des soins, un épuisement, peur, savoir aimer, savoir aider. Je vois une balance des éléments positifs, des éléments négatifs. Le stress. Au niveau de la collectivité, c'est un apport considérable au produit intérieur brut. Merci. Merci, Madame Chalifou. on va dire exactement cette phrase-là tantôt. Gratification, charge de travail importante, peu de partage des tâches. Être en phase avec les besoins des autres. Merci. En fait, ce qui est important de voir quand on parle du travail invisible, c'est qu'en fait, on le reconnaît comme étant un aspect très valorisant dans notre société. En fait, on est chanceux de compter sur le travail invisible pour avoir une société d'amour, d'entraide, de solidarité. J'aime beaucoup cette image qui montre un peu une société où chacun est solidaire des autres, autant une personne qui se fait pousser sa chaise roulante comme un soutien, des parents, les personnes âgées. Donc, chacun dans sa différence, on va tous être appelés dans notre vie à être impliqués dans un travail invisible. On va fort possiblement être proche aidant dans notre vie à un certain moment. Ceux qui ont des enfants, on a tous des tâches domestiques à faire. Donc, le travail invisible, ça nous touche tous. Puis, c'est le fondement finalement d'une société solidaire puis une société d'entraide. Donc, ça a beaucoup d'aspects positifs, le travail invisible.
Mais je remarquais aussi beaucoup de réponses négatives. On sent que ça amène aussi son lot de stress, d'inquiétude, d'obligation, de gestion. Donc, pour nous, on s'y penche beaucoup à la FEAS. On parle de charge mentale aussi quand on pense à toutes ces tâches-là liées au travail invisible. J'y fais un petit clin d'œil parce que le terme charge mentale a fait son entrée dans le dictionnaire cette année. Alors, je voulais mettre la petite définition du dictionnaire dans le petit Larousse parce que c'est quand même une grande chose entrée dans le dictionnaire. Alors, le poids psychologique que fait peser, plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives, engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Et puis, j'ai mis cette belle image de Béatrice Vincent, qui est une artiste qui fait des murales dans la rue, qui montre tout l'aspect de tension que ça peut amener au niveau de l'organisation. Puis au niveau des proches aidants, je pense que ça peut facilement prendre son reflet aussi dans la charge émotive que ça apporte. Donc, la proche aidance, c'est un beau travail justement qui peut renforcer les liens avec la personne aidée, mais qui peut aussi amener une charge émotive pour le proche aidant. Ça, vous le savez certainement bien mieux que moi, étant donné que vous travaillez directement auprès des proches aidants. Vous pourriez m'en parler, je suis certaine, pendant très longtemps. Vous en êtes très conscient. Donc, cette double charge-là de la personne qui possiblement est sur le marché du travail et occupe aussi un rôle, un travail invisible en fait, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que proche aidant, que ce soit en tant que bénévole, cette articulation-là de la double charge de travail a des impacts physiques et psychologiques, puis peut amener des inégalités économiques et sociales. À la FEAS, c'est sûr qu'on y travaille depuis longtemps parce qu'en fait, on voit que cette double articulation-là de la journée s'est transformée, étant donné que les femmes ont tranquillement intégré le marché du travail, mais qu'elles n'ont pas cédé en fait, ce poids-là du travail invisible est encore principalement porté par les femmes. Donc, on s'y intéresse particulièrement, puis on essaie de voir les enjeux économiques que ça peut avoir sur les personnes qui font du travail invisible, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Donc, c'est facile de s'imaginer qu'une personne qui a une grande charge d'un travail invisible, donc entre autres de la proche aidance ou autre, peut voir la nécessité de réduire ses heures de travail rémunérées. Au Canada, on voit qu'il y a encore une beaucoup plus forte proportion de femmes qui occupent des emplois à temps partiel. Et puis, ça va directement en lien avec le fait qu'elles ont une plus grande charge au niveau du travail invisible. Donc, elles sont encore plus présentes dans tout ce qui est exécution des tâches et charge mentale au niveau du travail domestique et soins des enfants. On peut s'imaginer facilement qu'une personne proche aidante va avoir la nécessité de réduire ses heures de travail pour pouvoir mieux soutenir la personne aidée. Les absences au travail aussi, on constate évidemment que le travail invisible a un impact direct au niveau des absences au travail. Les parents de jeunes enfants ont souvent à s'absenter pour cause de maladie des enfants ou pour cause familiale. Les proches aidants également vont avoir besoin d'absence au travail, parfois morcelés, par exemple, pour un accompagnement à un rendez-vous ou pour maladie du proche. Donc, c'est facile de s'imaginer que les absences au travail vont avoir un impact financier. Merci. On peut penser également aux pauses professionnelles qui vont avoir un impact financier direct. Donc, les personnes qui sont amenées à devoir prendre une pause dans leur vie professionnelle, on pense rapidement aux parents d'enfants en bas âge, mais on peut aussi facilement penser que la situation est encore plus importante quand, par exemple, les parents d'enfants qui sont handicapés n'ont pas nécessairement accès aux services adaptés, donc vont peut-être par devoir prendre une pause professionnelle ou une personne dans le couple. Mais ça peut être aussi par choix. On entend beaucoup de personnes dire oh, mais c'est mon choix de faire cette pause-là pour prendre du temps, pour m'accorder du temps pour ce travail invisible-là, que ce soit, encore une fois, bénévolat, travail domestique, travail de proche aidance. C'est important pour nous de souligner que ça soit un choix ou non, il faut reconnaître que ça a des impacts financiers. Donc, une pause professionnelle, par exemple, dans ce cas-là, va évidemment amener
un manque de salaire pendant une certaine période, mais aussi un manque une diminution du temps d'ancienneté, une diminution des contributions au régime à la pension ou retraite. Donc, ça a des impacts, puis il faut s'en soucier. On peut facilement imaginer, justement, on a parlé de charge mentale, charge émotive. Il peut y avoir surmenage et arrêt de travail, évidemment. Donc, c'est important d'y penser. Et puis aussi, on parle beaucoup d'abstention pour des postes à haute responsabilité, souvent de façon consciente, inconsciente, volontaire ou non. C'est-à-dire que les personnes qui portent un travail invisible vont avoir tendance peut-être à dire « Ah, ben, j'ai moins de temps à donner au travail, je peux moins m'impliquer. Ce poste-là à haute responsabilité, c'est peut-être pas pour moi, j'ai peut-être pas assez de temps. » De façon directe aussi, peut-être qu'un employeur va favoriser quelqu'un qui sait qu'il a plus de temps qu'une personne, par exemple, qui a une femme qui a 4 enfants. Ils vont dire « Ah, ben on sait bien, elle va être obligée de partir. » Donc, ça, c'est une réalité qui existe encore par rapport au niveau des postes à haute responsabilité. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'équité entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de travail à faire sur les postes à haute responsabilité. Il y a encore beaucoup de stéréotypes de genre qui persistent. Mais ça s'applique aussi aux personnes qui ont des responsabilités de proche aidance. Finalement, le manque de reconnaissance du travail invisible sur le marché du travail, c'est-à-dire que ça aura des répercussions parce que quelqu'un qui a été bénévole, qui a pris une pause professionnelle pendant une longue période, va difficilement pouvoir faire reconnaître ce qu'elle a accompli pendant ce moment-là comme étant reconnus au niveau du travail, comme étant des compétences professionnelles. Alors que souvent, on sait que les travailleurs invisibles sont des gestionnaires de projets à part entière, mais malheureusement, ce n'est pas encore très reconnu au niveau Au niveau de la proche aidance, je voulais qu'on prenne un peu justement un axe. C'est important pour moi de voir les enjeux spécifiquement liés à la proche aidance, étant donné le contexte d'aujourd'hui. C'est un groupe de personnes qu'on sent très hétérogène. Il y a une diversité au niveau du degré d'engagement, au niveau d'intensité des tâches qui sont accomplies. Je vois bien qu'il y a des proches aidants que ça peut impliquer 1 heure de travail par semaine, alors que d'autres le font à temps complet. Il y a des analyses qui sont très intéressantes qui vont étudier un regard, une analyse différenciée des sexes à travers la proche aidance pour voir c'est quoi les impacts entre les femmes et les hommes au niveau de la proche aidance. Je pourrais vous envoyer le lien vers le portrait complet, l'analyse différenciée qui a été faite par le Conseil du statut de la femme, qui est très intéressant parce qu'en fait, on voit qu'au niveau des proches aidants, il y a 58% qui sont des femmes, donc c'est assez balancé. Il y a des hommes et des femmes qui sont proches aidants. Par contre, ce qu'on voit, c'est que plus le nombre d'heures est grand, plus les femmes sont présentes pour donner les soins. On voit surtout que dans cette analyse-là, que les femmes sont plus durement touchées par les répercussions liées à la proche aidance. Donc, elles vont être plus propices à vivre une lourdeur en lien avec ça. Donc, devoir réduire leur temps de qualité avec leur famille, avec leurs proches, ressentir plus de stress, être plus bouleversés. Donc, les impacts ne sont pas nécessairement les mêmes. On va aussi avoir un changement de perception face à son rôle selon la construction sociale de notre sexe. En fait, ils disent que, étant donné qu'à l'heure actuelle, la construction des genres est tellement forte et fait en sorte que les femmes sont encore plus présentes au niveau des tâches domestiques. Quand elles vont devoir avoir des tâches liées à la proche aidance, elles vont avoir tendance à
pas nécessairement voir que c'est de la proche aidance. Donc, une femme qui a toute sa vie, qui s'est occupée des repas, du ménage, de la vaisselle, tout l'entretien à l'intérieur de la maison, qui se retrouve à être proche aidant pour son conjoint, va continuer à faire ces tâches-là, puis va considérer que c'est ses tâches quotidiennes, elle les a faites tout le temps, alors que possiblement, si c'est la situation inverse, que quelqu'un qui doit se retrouver, qui a jamais contribué autant à la maison, va les associer plus à la proche aidance. Donc, il y a un changement de perspective des rôles. Cette analyse-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, il ne faut pas non plus, les analyses différenciées des sexes sont intéressantes. Elles amènent une étude qui différencie les deux sexes. C'est important que ça ne serve pas à consolider les rôles, que ça ne serve pas à consolider nos stéréotypes qu'on peut avoir dans notre société, mais plutôt qu'on s'en serve pour réfléchir à comment on doit amener les politiques, puis comment prendre des mesures sociales pour s'assurer qu'on s'en va vers l'avant, puis qu'on réduise en fait la différence d'impact, puis qu'on s'assure qu'on soit plus égalitaire pour la suite. Merci Ludovic, vous a mis dans le lien le lien vers l'analyse différenciée des genres. Au niveau de la proche aidance, je lisais, c'est facile de s'imaginer qu'il y a des impacts économiques directs. Je lisais qu'il y a effectivement une hausse des dépenses qui sont liées à la proche aidance. Ludovic m'informait qu'il y a 7 600 $ dépensés en moyenne par un proche aidant pour la personne qui l'aide, peu importe son niveau de revenu. Et puis, effectivement, il y a une baisse des revenus. On disait que j'ai lu que 20% des proches aidants vivent l'insécurité financière. Donc, c'est quand même une personne sur 5, un proche aidant sur 5 qui vit l'insécurité financière. Puis, je voyais que parmi les proches aidants de personnes non aînées, il y a une baisse de revenus de 16 000 $. Donc, c'est quand même, c'est des faits qui m'ont quand même marqué. Ça, c'est les 3 faits qui m'ont le plus marqué, puis qui montrent vraiment directement un impact financier important au niveau de la proche aidance. Maintenant, un des points importants qu'on veut souligner, c'est la reconnaissance puis la valorisation du rôle de proche aidant. On sait que 85%, et là j'ai les données, 85% des soins aux aînés sont assurés par les proches aidants. Donc, c'est une portion fortement majoritaire de soins aux aînés qui est donnée par leurs proches aidants. Donc, on se dirige, nous, vers la FEAS, puis le Comité du travail invisible veut souligner l'importance que ça soit reconnu par l'État puis par notre société de façon générale. On veut s'assurer finalement que les proches aidants aient l'accès à des mesures légales puis des mesures gouvernementales pour les protéger, autant au niveau financier, donc pour s'assurer que ces pertes-là de revenus soient balancées par des mesures sociales, des mesures légales, pardon, mais aussi qu'il y ait des mesures de santé qui s'intéressent directement aux proches aidants. La personne qui apporte des soins à une autre personne se retrouve elle-même parfois dans une situation d'épuisement, où elle a elle-même besoin de soins. Ça, vous le savez certainement mieux que moi, donc je ne vous apprends rien aujourd'hui en vous disant ça, mais c'est simplement pour vous dire que quand on parle de travail invisible, on pense à ça. Quand on dit valorisation du travail invisible, ça en fait partie. On pense aussi que se mobiliser de façon collective pour aller vers des mesures sociales plus justes va être beaucoup plus efficace que les négociations à la pièce entre un employé puis un employeur. Donc, c'est facile de dire pour une personne, par exemple, qui a un employeur hyper compréhensif, qui dit « Mais oui, tes proches aidants, parfait, ton horaire est flexible, c'est beau. » Mais on veut s'assurer que ça soit des mesures légales, puis dans les normes du travail, s'assurer que ces normes-là soient bonnes pour tout le monde, puis qu'il n'y ait pas de nécessité pour le proche aidant de devoir négocier à la pièce son horaire flexible. Ça vaut pour les proches aidants, ça vaut pour tous les volets du travail invisible. Par rapport à cette reconnaissance-là et valorisation du rôle du proche aidant, j'ai assisté à la dernière ou à une présentation du RANQ, justement, qui disait que 3,2% des proches aidants obtiennent le crédit d'impôt fédéral. Donc, ce chiffre-là est ahurissant. Seulement 3,2%
des proches aidants reçoivent le crédit d'impôt fédéral, soit parce qu'eux-mêmes ne se reconnaissent peut-être pas comme proches aidants, soit parce que les mesures sont trop restrictives, n'atteignent peut-être pas les bonnes cibles. Il semblerait que ce crédit-là d'impôt est bénéfique surtout pour les gens qui sont aisés, donc n'atteint pas les proches aidants qui sont en situation d'insécurité financière. Donc, c'est des données qui nous interpellent. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de la FEAS puis de la mobilisation dont on parle aujourd'hui sur le travail invisible. La FEAS s'est penchée sur la question du travail invisible depuis les années 60. Donc, c'est un enjeu qui touche la FEAS depuis longtemps. Principalement parce que le travail invisible est encore aujourd'hui majoritairement porté par les femmes. Donc, étant donné que la FEAS, sa mission principale, c'est l'égalité des genres, on se questionnait beaucoup dans les années 60 sur le rôle de la femme par rapport aux tâches domestiques. Donc, à ce moment-là, on parlait beaucoup de cette valorisation-là, puis d'avoir des mesures légales pour s'assurer de protéger les femmes qui, par choix ou non, restaient à la maison pour s'occuper des enfants ou pour s'occuper de la maison. Actuellement, en 2020-2021 au Canada, il y a encore un écart entre les hommes et les femmes. Puis la FEAS continue à regarder ces données-là, puis à essayer de se mobiliser pour continuer à aller de l'avant. Donc, les femmes font encore beaucoup moins d'heures de travail rémunérées par semaine. Il y a encore un écart salarial entre les hommes et les femmes. Le nombre d'heures qui est dédié aux tâches domestiques est encore ahurissant. Je peux vous montrer les chiffres. J'ai une petite slide sur ça. En fait, par jour, le nombre d'heures consacrées au travail domestique et aux soins non rémunérés. Donc, par jour, en moyenne, les hommes font 2,4 heures, alors que les femmes font 3,6 heures. Donc, ça nous montre qu'on a encore à se soucier de ces enjeux-là. Donc, à ce moment-là, on travaillait beaucoup, dans les années 60, on travaillait beaucoup sur le premier volet du travail invisible, soit les tâches domestiques, puis le soin aux enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que la mobilisation doit être menée de façon concertée puis de façon plus large pour aborder le travail invisible dans son ensemble. Donc, c'est comme ça que la FEAS a sollicité d'autres organismes pour mettre sur pied finalement un comité, le comité du travail invisible, que je peux vous présenter. Donc, j'ai mis les... je vais aller sur... Donc, voici le comité du travail invisible. En fait, c'est un regroupement de 11 organismes qui travaillent en lien avec le travail invisible. Donc, on a essayé de mobiliser des organismes qui allaient amener une vision différente, différents angles sur le travail invisible, sur les enjeux sociaux qui sont liés, pour voir comment on peut se mobiliser, comment on peut avoir un message commun, un message plus fort finalement, pour pouvoir arriver avec des revendications concrètes, les amener au gouvernement pour essayer de passer un message concerté, sachant qu'il y aura plus de poids. Donc, actuellement, ces 11 organismes-là se sont concertés, ont rendu un manifeste public qui comprend plusieurs mesures, plusieurs revendications. Le premier objectif du manifeste, donc si vous voulez vous rendre sur le site du Travail invisible, sur le manifeste, c'est www.travailinvisible.ca. Puis vous allez arriver sur le manifeste que vous pourrez consulter de façon globale. Donc, les enjeux par rapport au travail invisible, la première demande, en fait, c'est la reconnaissance puis la valorisation du travail invisible. On demande que le travail invisible soit comptabilisé puis qu'il soit tenu en compte dans le PIB, le produit intérieur brut du pays. On veut qu'il y ait une reconnaissance sociale de ce travail-là pour s'assurer justement qu'on prenne des mesures efficaces pour arriver à une meilleure équité sociale. On revendique aussi pour que le premier mardi d'avril,
Donc cette année, je crois que ça tombe le 6 avril, que le premier mardi d'avril devienne la journée internationale et nationale du travail invisible. Donc, on se mobilise actuellement pour revendiquer à l'ONU qu'ils reconnaissent cette journée-là comme étant la journée internationale du travail invisible, puis auprès des 2 paliers du gouvernement aussi pour que ça soit reconnu. Donc, ça, c'est la revendication globale. Maintenant, vous allez pouvoir voir, désolé, je dois passer ma barre, dans le manifeste, vous allez pouvoir voir vraiment toutes les revendications qui sont faites. Il y en a plusieurs qui touchent directement la proche aidance. Donc, parmi les demandes, il y a que le régime québécois d'assurance parentale devienne le régime québécois d'assurance familiale pour qu'il y ait des congés similaires aux congés parentaux qui soient offerts aux proches aidants. Donc, s'assurer qu'ils aient une compensation de revenus pendant cette période-là. Qu'il y ait une prestation qui soit offerte à toute personne pour aider un proche qui s'absente du travail, que ça soit versé par le régime d'assurance parentale et familiale, donc. Il y a des services de santé et des mesures pour permettre aux proches aidants d'exercer leur rôle de façon sécuritaire pour eux et leurs proches. Il y a des prestations justes et équitables, des régimes de retraite pour les mères aidantes, prenant en compte le travail invisible effectué pour les mères et les aidants. On veut aussi qu'il y ait une question dans le recensement pour évaluer le travail invisible. Donc, on veut qu'il y ait plus de données pour pouvoir refléter finalement les enjeux actuels. Actuellement, il y a très peu de données claires qui existent, puis on veut justement avoir une façon de collecter plus de données. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à vous mobiliser. Si vous cherchez des façons pour être, je pense que vous êtes tous mobilisés. En fait, vous travaillez normalement dans des organismes liés à la proche aidance. Donc, on a besoin de votre soutien. On a besoin du soutien social, du soutien de tous, finalement. Donc, la signature de ce manifeste-là nous amène un poids plus grand pour revendiquer au niveau des gouvernements. Donc, c'est une façon, c'est déjà une première façon de se mobiliser puis d'être allié à cette cause-là. Donc, je vous invite très fortement à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Je peux vous mettre le lien ici. Voilà. Donc, vous pourrez aller signer si vous êtes en accord avec les revendications de ce manifeste. Puis aussi, je vous invite à rester à l'affût parce qu'on est en train de se mobiliser pour début mars sortir une série de capsules, puis une série de trousses éducatives aussi pour faire des animations sur différents volets du travail invisible. Donc, entre autres, la proche aidance, mais il y en aura aussi sur les différents aspects de la proche aidance, du travail invisible, pardon. Donc, restez à l'affût par rapport à ça. Il y aura du nouveau qui arrive à ce moment-là. Alors, on m'avait dit que j'avais gardé une période de 15 minutes pour les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je sens que j'ai passé très rapidement sur certains thèmes. Là, je vois des choses dont je n'ai pas parlé, dont je voulais parler, mais bon. Merci beaucoup, Julie. Je ne vois pas de questions pour le moment, mais je vous invite, si vous avez des questions, à les écrire dans la section Q&R ou sinon dans le chat directement également. On pourra y répondre. Je vais juste rapidement partager des commentaires qui ont été faits par Daniel Chalifou, qui précise que les mesures fiscales sont souvent discriminatoires car elles s'adressent seulement à ceux qui ont déjà des revenus suffisants et sont très insuffisants pour pallier aux baisses de revenus et de dépenses des personnes proches aidantes. Donc, elle suggère qu'il faudrait trouver d'autres mécanismes à ce niveau-là. Également, elle affirme que le régime d'assurance semble aussi être à privilégier, en fait, car il y a de grands avantages. On s'occupe des personnes qui aident au début de la vie. Il faudrait faire de même pour la fin de vie et autres situations similaires. Bon, c'est vraiment quelque Absolument. chose qui nous rejoint énormément au rank. Elle a posé une question, Madame Chalifo a posé une question que je vais te lire. Elle dit, est-ce que votre comité a étudié la possibilité de donner le chèque emploi service aux personnes proches aidantes qui donnent des soins?
Ouais, Bonne question. Je ne sais pas c'est quoi un chèque emploi c'est ça. service en fait. Bah, en fait, à ce niveau-là, je pense que c'est plus le RANC, qui travaille sur le chèque emploi service, puis, qui essaie d'amener au gouvernement des modifications à faire au niveau de ce programme que la FEAS. Hem, donc je suis pas sûr que votre comité, étudie, la possibilité, du chèque emploi service, mais le chèque emploi service, en fait, c'est, en fait, une personne proche aidante qui serait rémunérée pour les soins qu'elle apporte à la personne qu'elle aide et qui est financée en partie par le CLSC. OK. J'ai Donc, pas de réponse précisément à ce sujet-là. Peut-être justement que le RANQ pourrait plus vous éclairer en fait par rapport aux revendications précises. Mais si vous voulez trouver, nos revendications sont vraiment toutes inscrites dans le manifeste, mais il n'y a rien d'aussi spécifique, je crois, que par exemple le chèque emploi. on a d'autres commentaires de Sheila Fournier qui précise justement que, comme tu l'as dit, que le fait que les personnes ne demandent pas le crédit d'impôt, c'est que souvent ils ne se reconnaissent pas comme personnes proches aidantes. Et elle suggère de partager le manifeste aux jeunes du secondaire et d'autres niveaux pour les conscientiser très tôt euh, au travail invisible. Absolument. Ben, deux choses, justement, la reconnaissance des proches aidants, c'est particulier parce qu'on remarque effectivement que, ben, en fait, selon les données que le RANQ m'a fournies, il semble que la reconnaissance du proche aidant par lui-même est pas nécessairement innée. En fait, il paraît que ça prend comme 2 ans un proche aidant pour se reconnaître comme tel. Je pense que la proche aidance, ça semble une définition très vague. Il y a plusieurs degrés de proche aidance, ce qui fait que peut-être une personne qui fait quelques heures de proche aidance par semaine ne se reconnaît pas comme proche aidant. Donc, il semble effectivement avoir du travail à faire au niveau de la reconnaissance sociale, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça n'inclut pas. Mais effectivement, j'imagine qu'il y a une reconnaissance sociale importante à avoir aussi à ce niveau-là. Oui, puis je Partager le dirais, manifeste aux jeunes du secondaire. Ben oui, surtout que justement, le manifeste a un volet aussi sur les stages non rémunérés. Donc, c'est sûr que ça touche les collectivités étudiantes directement. Oui, merci. On va le faire si ce n'est pas fait. Je vais regarder avec ma collègue si elle l'a déjà fait. parfait. Euh, Également, Mariette Gilbert qui nous dit qu'il faudrait que les personnes proches aidantes puissent jouir d'une protection en santé et en sécurité comme les personnes en emploi. Puis ça rejoint un peu le commentaire qui a été dit au début que elles font, elles participent au produit intérieur brut de la même manière, de certains sens, que les personnes qui sont en emploi au final. Mhm. Mais en fait, effectivement, on espérait être dans une société qui reconnaisse la pleine valeur. Puis justement, sachant au niveau de la proche aidance qu'il y a une bonne partie des soins qui est donnée par les proches aidants, euh, donc qui vient en complémentarité des soins de santé offerts par l'État ou en fait qui essaie qui complète, ouais, voilà le terme. Ça serait important que les personnes qui font du travail aidant, qui font du travail invisible, pardon, aient droit à des dédommagements puis une meilleure sécurité au niveau de leur santé puis au niveau de leur portefeuille. Effectivement, on a Madame Sabrina Harvey qui, je pense, cherche à répondre à la question sur l'accès au chèque emploi service aux personnes proches aidantes qui a été posée un peu plus tôt, qui donne l'information que depuis la fin de l'année 2019, un membre de la famille peut revendiquer le chèque emploi service en tant qu'aidant. Il doit seulement habiter à un domicile différent que la personne aidée. Euh, Enfin, Madame Sheila Fournier qui te remercie, alors qu'elle doit quitter, elle te remercie pour la présentation que tu as faite aujourd'hui. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les
encore à les poser. Il nous reste encore quelques minutes. Euh, Éric Martin qui demande est-ce que, est-ce que l'AFEA cherche à dissocier un peu la dimension de proche aidance avec les personnes aînées? Bon, pour répondre un peu rapidement à cette question, c'est plus le RANC qui travaille justement à changer la définition un peu qui tend à coller les personnes proches aidantes euh, à, aux aînés. Donc, c'est ça, c'est plus le rang qui travaille sur cet aspect-là, je pense, que la FEAS, dans la mesure où, bah, corrige-moi si je me trompe, parler de travail invisible, vous ne pouvez pas uniquement vous concentrer sur l'aspect proche aidant parce que ça regroupe beaucoup plus d'éléments, en fait. Effectivement, dans le fond, par le comité interassociation qui a, qui a travaillé sur le travail invisible, c'était justement notre objectif d'aller s'associer avec plusieurs organismes pour être sûr qu'on ait une vision juste des mobilisations qui se passent dans tous les volets de la prochaine danse. Donc, c'est sûr que le RANQ collabore dans le comité du travail invisible pour justement amener ces nuances-là, puis comment se mobiliser de façon efficacement. Nous, à la FEA, c'est sûr qu'on a tendance à mettre nos lunettes. Est-ce que l'égalité des sexes est atteinte? Comment on pourrait se mobiliser pour y travailler? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles mesures on doit prendre pour aller vers l'égalité? Donc, nous, c'est nos lunettes de la FEAS. Maintenant, les lunettes du RANQ, c'est justement la proche aidance. Comment travailler sur la reconnaissance, la valorisation de la proche aidance. Cette nuance-là, justement, qu'on a tendance à associer proche aidance avec proche aidance aux aînés, fait partie justement de cette reconnaissance-là qu'il faut travailler, puis de cette sensibilisation-là au public, parce que la proche aidance inclut aussi s'occuper d'un enfant malade, d'un proche, d'un voisin. En fait, je n'ai pas donné la définition de la proche aidance. Je m'imaginais que vous savez bien, mais en fait, on parle du soutien à un proche malade, mais pas nécessairement un proche dans la famille. Ça peut être également un ami, un voisin, un membre de la famille éloigné. Ça peut être un conjoint, un parent, un enfant. Donc, la proche aidance, c'est très vague. Puis, ça inclut aussi différents degrés d'engagement. Donc, un proche aidant peut assurer un rôle de proche aidance 70 heures par semaine. Ça peut être 1 heure par semaine aussi. Il y a un Oui, degré d'intensité, de variabilité très grand dans la proche aidance. oui, définitivement. Euh, Je vais juste demander rapidement aux personnes si elles peuvent. J'ai mis le lien pour, pour pouvoir répondre à un sondage de satisfaction et nous faire des propositions également si vous en avez de sujets que vous voudriez qu'on aborde dans des prochaines, à de prochaines occasions. Également, je vais juste noter un commentaire qui est très pertinent que j'ai vu de Christine qui parle concernant la pause professionnelle dont tu as abordé, qui disait que concernant la pause professionnelle, ce qui est observé présentement chez les parents d'enfants en, en- chez les enfants de parents en perte d'autonomie, c'est que comme les services sont en situation de crise et que beaucoup plus d'enfants d'aînés sont épuisés, ben, ce qu'elle observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu plus de crainte par rapport à leur retour sur le marché de l'emploi, euh, d'autant plus que ces personnes étaient proches de la retraite. Et par rapport à ça, ben, elles craignent au final d'être défavorisées par la pause qu'elles ont dû prendre dans leur carrière professionnelle et par rapport à leur âge également. Oui, absolument. Par rapport aux pauses professionnelles, ça a des impacts professionnels, c'est évident. On peut accumuler les enjeux, c'est-à-dire que justement, comme vous disiez, une femme qui est plus avancée en âge, qui a déjà des enjeux liés à l'âge pour son retour au travail, en plus d'une pause professionnelle qui l'a peut-être insécurisée ou qui lui a drainé de l'énergie, c'est sûr qu'on sent qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Puis justement, le fait que ça ne soit pas valorisé comme une expérience
on a du travail à faire, j'ai l'impression, au niveau des employeurs pour que ça soit plus reconnu, c'est-à-dire que la personne qui a accordé un temps de sa vie pour se dévouer à l'autre personne, à une autre personne, finalement, devrait avoir une certaine reconnaissance. Puis en plus, c'est pas une expérience professionnelle en tant que telle, mais finalement, je suis certaine que cette personne-là développe des compétences qui devraient être valorisées. Oui, Absolument. oui, définitivement. C'est quelque chose sur lequel justement, nous au RANC, ça fait partie de notre mission, de mettre l'emphase sur les compétences développées par les personnes proches aidantes ben, dans bien des aspects de la vie et qui sont également utiles, qui peuvent être également utiles sur le Mhm. marché de l'emploi, évidemment. Donc, il est 12h55, donc je vais juste prendre le temps de remercier toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre participation, merci pour vos questions, merci pour vos interactions. Je vous demande de prendre 2 petites minutes pour remplir le sondage de satisfaction. Je vais également te remercier, Julie, pour ta présentation, ta disponibilité, euh, pour nous présenter justement tous ces enjeux autour du travail invisible, mais également les revendications et les projets sur lesquels vous travaillez à la FEAS en ce moment. Nous allons évidemment partager le tout avec nos organismes membres, donc vous n'allez pas manquer les projets de capsules vidéo que la FEAS sur lesquels la FEAS travaille en ce moment. Bien, Donc, merci beaucoup. Puis maintenant, j'espère au moins que vous pourrez signer le manifeste en toute connaissance de cause et en sachant les intentions qui sont derrière ce manifeste-là. Je suis certaine que ça vous interpelle. J'étais très contente de partager avec vous. Puis, j'espère justement que cette analyse-là différenciée aussi un peu des rôles nous amène à nous re-questionner comme société, non pas à consolider nos stéréotypes de genre qu'on peut avoir ou nos constructions sociales de genre qu'on peut avoir, mais plutôt pour se repositionner puis se re-questionner puis dire ah c'est vrai on devrait viser l'égalité, la reconnaissance des proches aidants, l'égalité des genres. Donc c'est les enjeux que je voulais faire ressortir aujourd'hui. enfin, mais merci beaucoup. Je pense que tu as réussi, puis tu as eu une audience attentive à ta présentation. Oui, et participative. Et Merci d'avoir joué le participative. jeu avec moi. Parfait. Ben, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.